L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Cette semaine au Vestiaire, on reçoit Sébastien Bouchard, le boxeur de Baie-Saint-Paul, qui nous parle de son prochain combat. Marc Veillette de la Ligue de ballonné de Baie-Saint-Paul et finalement Ligue majeure avec Pascal Harvey. On parle baseball et football. C'est avec un immense plaisir qu'on reçoit aujourd'hui Sébastien Butch Bouchard, boxeur originaire de Baie-Saint-Paul. Bonjour Sébastien. Bonjour. Hey, déjà 20 ans que tu fais de la boxe. C'est Ouais, incroyable, ça hein? ne nous rajeunit pas. Non, effectivement. Tu as commencé jeune, visiblement. Oui, à 15 ans. Écoute, on a su dernièrement qu'enfin, tu as un combat qui s'en vient le 28 avril prochain en sous-carte du combat du championnat de Kim Clavel. Donc, ton adversaire, Fernando Alan Minaro Barquez, 11-1, un Mexicain. As-tu hâte? Oui, j'ai très hâte, très hâte. Écoute, ça fait plus d'un an qu'on est inactif. On demande à Yvon depuis longtemps de nous ramener dans le gym, ramener dans le ring, je veux dire, pardon. Puis là, ça va se passer là, en sous-carte de Kim. On a très hâte. J'ai faim puis je m'ennuie de me battre. Est-ce que tu connais un peu ton opposé qu'on voit ici, justement? Est-ce que tu connais un peu? On n'a pratiquement pas de détails sur lui. On a 2 vidéos de 10 secondes qui nous en disent très peu. Mais on sait que le gars a une grosse carrière amateur. A été champion du Mexique chez les rangs amateurs. Là, il y a une fiche de 11-1-9 KO. Fait qu'on sait que le gars, il cogne dur. C'est un bon cogneur, là. C'est un bon cogneur. Il ne s'est pas battu contre personne dans ses 11 combats. Fait qu'on sait que les gars ont des fiches négatives. Tout, c'est battu contre des adversaires qui avaient des fiches négatives, mais il faut faire attention parce qu'on sait qu'il a été champion d'État. Fait qu'il faut rester prudent. Comme je te dis, on n'a pas de visuel de lui. Fait qu'on va s'ajuster en fonction du combat, comment ça va aller. On en parlait un peu avant d'aller en onde. Tu es un boxeur qui s'ajuste beaucoup. Tu n'es pas un plus grand cogneur, tu n'es pas le plus meilleur en défensive, mais tu es bon dans tout. Est-ce que c'est ça qui va t'aider dans ce combat-là? Bien, je pense que oui. Tu sais, comme je te disais tout à l'heure, moi, ma force, c'est mon ring IQ. C'est la manière que je m'ajuste dans le coin. Dans le ring avec mon coin, avec l'aide de mon équipe. On va dire comme François me dit toujours dans le coin, il dit passe à travers du premier round tout seul, puis après ça, on va travailler en équipe. Fait qu'on va s'ajuster en fonction de ce qu'on va voir de lui dans les 3 premières minutes. Justement, on en parlait, c'était intéressant. Tu disais que dans les rounds, on voit souvent les discussions de 30 secondes. Là, on voit la discussion de l'entraîneur et le boxeur. Toi, c'est vraiment une discussion, c'est pas juste en bon français un speech de l'entraîneur. Là. Oui, exact. Tu sais, quand tu pointes des boxeurs, des fois, que les athlètes, c'est plus des gars instinctifs, des gars qui ont des bonnes aptitudes physiques, fait que souvent, ils ne sont jamais portés à réfléchir. Fait que quand l'entraîneur leur parle dans le coin, tu peux voir quasiment le vide dans leurs yeux. Puis moi, quand je suis dans le coin, au contraire, là, on a une discussion, on parle, puis on parle d'une stratégie, on parle d'un coup en précis. Fait que c'est ma force, c'est mon calme dans le coin, c'est mon calme dans le ring. J'entends aussi mes coachs me parler pendant le round. Tu as un exemple de ce que ça peut être comme discussion? Parce que ça se passe très vite. De ton qu'on s'entend, tu n'as pas le temps de faire une belle mise en place. Là. C'est souvent, on a un plan de match. Puis en fonction du plan de match, mon coach va dire ouais, mais pourquoi tu fais pas telle chose? Puis là, moi, je suis capable de lui dire, toutes les fois, je vais, mettons, à gauche, le gars me touche avec son jab ou il me couche avec sa main droite. Fait que il va être capable de dire, bon, ben parfait, ben d'abord, rentre la tête en dessous, fais un step à gauche avant. Fait qu'on est vraiment capable de s'ajuster en fonction de l'adversaire qui est devant nous. Plutôt qu'il me donne des informations, moi, je les reçois, mais j'arrive dans le ring puis je suis pas capable de les faire parce que, mettons, justement, il me touche pas, mais je n'y ai pas verbalisé. Fait qu'on s'ajuste pas en fonction du gars devant nous. Tantôt, tu disais que tu n'as pas vu beaucoup de vidéos de ton adversaire. Ça peut être aussi une carte cachée parce que parfois, tu peux voir un adversaire qui se tire d'une certaine manière. Rendu à toi, il change son style. Puis, est-ce que tu penses que ça peut être un plus pour toi, finalement? On va le savoir le 28. très. On va le savoir le 28. Une chose est sûre, c'est que lui, il y a beaucoup de stock sur moi. Là. Moi, on n'a jamais rien caché. Puis, il faut que les gars s'ajustent en fonction de moi. Puis, fait qu'on n'est pas stressé. Écoute, on a parlé. Ton dernier combat remonte à mars 2022. C'est une éternité dans le monde de la boxe. Ouais. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as continué à t'entraîner à temps plein ou tu travailles aussi maintenant à temps plein? Parle-nous un peu de ton quotidien depuis un an, là, d'athlète professionnel. Tout de suite, après le combat, on est resté un petit peu dans le ring parce qu'Yvon devait nous ramener rapidement dans le ring. On a continué à s'entraîner parce qu'on voyait qu'il y avait un manque d'inactivité au dernier combat. C'était long avant que je décolle, on voyait qu'il y avait un manque d'inactivité, fait qu'ils vont dire on te ramène rapidement. Les choses ont fait qu'il n'a pas été capable de nous ramener. Fait que c'est sûr que pendant une partie de l'été, moi, je travaillais beaucoup. Je me suis absenté un petit peu du ring et du gym, donc on était moins là. Puis là, depuis, mettons, plusieurs mois, depuis au moins 3-4 mois, là, je recommençais à aller dans le gym. Puis là, Yvon nous a approché qu'un combat un petit peu dernière minute, mais on a sauté là-dedans. On ne pouvait pas passer à côté d'une occasion de remonter dans un ring après un an.
Fait que, on a sauté là-dedans à pieds joints, puis on va être prêt, on va tout donner le 28. On fait une parenthèse dans ta préparation. Depuis tantôt, tu parles d'Yvon. Yvon, Yvon, c'est le promoteur du groupe Yvon Michel. Exactement. C'est quoi son rôle avec toi? Ben, Yvon, c'est mon promoteur. Écoutez, c'est lui qui organise les événements, c'est lui qui me vend, c'est lui qui va me vendre aussi à l'international si jamais là, on se réussit à se ramasser dans les classements mondiaux. C'est lui qui va réussir à dénicher des ceintures pour être capable de monter justement dans ces rangs-là. Fait que, un boxeur tout seul, sans promoteur, tu peux pas te battre dans cette jungle-là qui est la boxe internationale. À moins d'être assez fort comme Jean-Pascal qui a sa propre compagnie de production, mais là encore, il fait Encore là, il s'est rendu là parce qu'il y avait justement un groupe Yvon Michel qui était derrière lui dans le temps. Puis quand il était devenu indépendant, mais il était déjà champion du monde, puis il était déjà rendu à un certain niveau. Merci pour la parenthèse. On revient à ta préparation. Donc, tu t'entraînes à Québec, l'Empire Club, 2 fois par jour, si j'ai bien compris. 2 fois par jour, oui. On fait une partie boxe, une partie préparation physique. C'est ça la différence, dans le fond, c'est que tu fais du sparring. As-tu beaucoup de partenaires de sparring? Oui, ben écoute, oui, on y va. Dépendant de chaque combat, c'est dépendant de l'adversaire qui est devant nous. Là, comme je te disais tantôt, on était plus en remise en forme, fait que je prends des gars. Il y a des gars à Québec qui sont capables de me donner ce que j'ai besoin. Mais quand on veut vraiment un partenaire spécifique, souvent, il faut pas d'aller à Montréal. Le bassin est beaucoup plus grand. Fait que, à l'occasion, il faut que j'aille à Montréal. Mais pour ce combat-là, ce qu'on veut, c'est que je sois au maximum de ma forme. Fait que, on travaille beaucoup avec des gars là, de Québec qui sont capables de me donner différentes ordres. Mais souvent, je vais avoir 2-3 gars contre moi dans le ring, dans le sens qu'on va faire un round, tandis que moi, je vais coller 10 rounds en ligne. Toi, tu vas toutes les faire. Les faire. Fait que les gars sont toujours frais devant moi. Donc, tu as de l'expérience, ton défi, si je comprends bien, plus physique, exact. Physiquement d'être en forme que de préparation de boxe technique, parce que tu en fais encore, évidemment, du punching bag, entre autres. Là. Oui, puis surtout pour ce combat-là. Au dernier combat, justement, ça a été très long, moi, je décolle par manque d'inactivité. Puis au début du camp d'entraînement, avec mon équipe, j'ai mis ça bien clair. J'écoute, ça fait 20 ans que mon pain et mon beurre, c'est ma force physique puis mon endurance physique dans le ring. Au dernier combat, on a voulu être technique, puis ça a pris une éternité avant que je décolle. Puis un coup qu'on a dit, c'est beau, reviens à tes vieilles habitudes, j'ai passé sur le corps de mon adversaire. Fait que j'ai dit, pour ce qui reste de ma carrière, pour tous les prochains combats, on va travailler encore sur la technique, bien évidemment, mais le plan de match est un char d'assaut. Je passe sur le dos de mes adversaires. Comme Rocky VI un peu, là. Exactement. pareil. Puis, écoute, on va parler un petit peu, si tu permets, d'actualité de boxe, parce que la boxe, c'est un monde particulier. Tu baignes là-dedans depuis 20 ans. On voit est-ce que à ton avis, est-ce qu'il y a assez de combats locaux? Parce qu'on parle souvent de combats locaux, de promoteurs locaux. Est-ce qu'à ton avis, il y en a assez? Je te dirais, la question est bonne. Est-ce qu'il y en a assez? Je te dirais, ce qui fait le besoin des cartes, c'est l'offre et la demande. À un moment donné, il faut que tu sois capable de rentabiliser tout ça. Est-ce qu'il y a assez de boxe? Je le sais pas. Est-ce qu'il y a assez d'argent dans la boxe? Non. OK. Il faudrait que les gars et les filles soient capables de vivre de ça. Moi, je compare souvent la boxe au hockey, même si c'est pas pareil pantoute. Moi, j'ai jamais prétendu être un Sidney Crosby. Mais j'ai toujours prétendu être un gars de 3e, 4e trio. Je fais jamais un coin rond, je m'entraîne extrêmement dur, puis je suis toujours là. Mais un gars 4e trio au hockey, il gagne très bien sa vie, puis il va bien pareil. Tandis que nous autres, là, on rush à travailler 30, 40, 50 heures par semaine, à faire le maximum en boxe, mais le maximum au travail pour pallier tout ensemble dans la vie. C'est pas évident. Fait que s'il serait pour avoir juste 2 combats par année ou 10, peu importe, mais il faut qu'il y ait de l'argent pour que les boxeurs aient des redevances autour de ça. On prend un exemple, tu as un bon exemple de ça. Toi, tu travailles à temps plein. C'est arrivé, je pense, une fois dans ta carrière de 20 ans que tu as pu vraiment passer une année à t'entraîner complètement, juste te consacrer 100% à la boxe. Exactement. C'est quand même assez incroyable sur 20 ans. Il y a eu une pandémie. Il a fallu qu'on tombe dans une pandémie qui a scrappé un peu l'économie de tous les sports et un peu de toutes les entreprises aussi. Fait que j'ai été obligé de recommencer à travailler puis à redécoller. Là. Parce que le pain et le beurre de la boxe, c'est les billets vendus, on ne se le cachera pas. Exactement. Puis là, par contre, rayon de soleil, on voit que la boxe féminine rayonne plus. Au moins, Est-ce que ça peut être... Toi, dans le fond, on va voir, tu vas faire la sous-carte de Kim Clavel. Est-ce que c'est peut-être une avenue pour sauver, pas sauver la boxe au Québec, mais donner un nouveau regain à la boxe? Parce qu'on se fait de la belle époque des Stéphane Ouellet, Éric Lucas, Lucien Boutet. Donc, tu sais, c'est des boxeurs, Jean-Pascal qui rayonnait beaucoup. Ouais. Mais on dirait que depuis cette génération-là, il n'y a pas de nouvelles stars qui... Exact. Puis nous, tu sais, des boxeurs comme moi, ça nous prend une locomotive en avant de nous. Ça nous prend justement, comme tu dis,
un Jean-Pascal ou un Lucien Boutet. Moi, j'ai fait toutes les sous-cartes de ces gars-là. À Stevenson, à Denis, moi, je bossais en sous-cartes. Ça nous prend ces locomotives-là. Puis là, est-ce qu'on peut trouver cette locomotive-là en Kim Clavel? Peut-être, avec Gros Yvon Michel, parce que Kim a fait Big Brother. Elle a eu beaucoup elle a un gros fanbase autour d'elle. Fait que là, il s'en sert pour faire les promotions. Fait que si c'est elle, moi, tant mieux. Puis Kim, c'est une fille que je connais depuis 13-14 ans. Moi, j'avais 15-16 ans. C'était comme notre petite sœur. On était en compétition internationale ensemble chez les amateurs. Puis là, aujourd'hui, on se retrouve à boxer sur la même carte à Montréal. Pour nous, c'est une belle page d'histoire. Écoute, en terminant, qu'est-ce qu'on te souhaite, Sébastien, pour les années à venir? Des combats, puis des combats assez lucratifs. Je ne demande pas d'être multimillionnaire, mais un combat assez lucratif pour qu'on peut vivre la boxe encore pendant un certain temps. Puis, moi, j'aime me battre. Je veux faire des combats, 2, 3, 4 combats par année. 4, c'est beaucoup. Mettons 2, 3 combats par année encore pendant quelques années. Là, je me rattrape, moi, évidemment. Je ne pourrai pas boxer jusqu'à 45 ans. Mais j'espère qu'il me reste encore là, 2, 3, 4 ans devant moi là, de bons combats. Merci Sébastien. On va t'encourager à la Place Belle. Les billets, groupe gym. Ticketmaster. Ticketmaster, merci beaucoup. Et restez des nôtres parce qu'on accueille Marc Veillette pour le sport local. Bonjour Marc. Bonjour Mathieu. Tu es ici pour nous parler de la Ligue de balles données Mazda Charlevoix de Baie-Saint-Paul. Exactement. Écoute, ça fait quelques années que toi, tu l'organises, cette ligue-là. Un peu moins structurée, donc on arrivait, on séparait les équipes, puis on jouait. Maintenant, ça va changer. Parle-moi un peu des nouveautés. Effectivement, juste pour corriger un petit peu, c'est une ligue qui existe depuis plus de 20 ans, depuis qu'on est adolescent, qu'on joue à la balle molle, balle donnée. Bien, tu as bien fait de me corriger. Oui, effectivement. Puis cette année, on a décidé justement d'un peu structurer un petit peu plus la chose pour faire plusieurs équipes. Cette année, la nouveauté, il va y avoir 5 équipes qui vont jouer justement les jeudis soirs à 2 matchs par soir. C'est quand même majeur comme changement. Hein? Effectivement. Puis on a plusieurs commanditaires qui ont embarqué justement dans le bateau puis qui nous ont aidé beaucoup à structurer un peu la patente, à nous aider. Ça fait qu'il va y avoir des matchs à 7 h le soir et à 8 h 30 à tous les jeudis du mois de mai jusqu'au mois de fin septembre environ. Écoute, on va commencer par la base. Parlons un peu, vous avez besoin de combien de joueurs? Pour jouer à la balle donnée, donc on a besoin de 10 joueurs par équipe. Donc, chaque équipe va aller justement par manche à tour de rôle au bâton. Donc, les 10 joueurs doivent aller taper au bâton. Et il va y avoir par la suite, à l'autre demi-manche, 10 joueurs qui vont aller sur le terrain. Donc, l'équipe fournit son lanceur. Exactement. 2 lancers par joueur, par batteur. Justement, tu me parles donc de 2 lanceurs. Parle-nous un peu des règlements, comment ça va se dérouler, parce qu'il y a quand même 2 matchs à jouer en 3 heures. Donc, oui. Faut que ça roule, là. Donc, les règlements, c'est ceux de la balle donnée qui se jouent un petit peu partout au Québec. C'est un des sports qui devient de plus en plus populaire. Qui est différent de la balle molle, par exemple. C'est ça. Avant ça, on jouait balle donnée style softball, mais maintenant, on passe vraiment au règlement de balle donnée. Donc, je t'en ai parlé, les 2 lancers par lanceur. Il y a une grille justement devant un lanceur que tu ne dois pas taper dessus. Après ça, c'est par manche, tu as droit à un circuit par manche. Sinon, s'il y a un autre circuit, ça devient un simple. Les 10 joueurs doivent passer à tour de rôle au bâton. À chaque manche? À chaque manche, chaque demi-manche. Fait comme ça évite que tu sois assis sur le banc pendant une demi-heure sans jouer. Effectivement, puis c'est une balle qui découle quand même assez rapidement. Donc aussi, c'est des retraits automatiques, donc pas le droit de glisser sur les buts. Ça a été fait pour éviter les blessures, pour que ça reste dans le côté un peu convivial. Et je rajoute aussi que ça va être une ligue amicale, donc le bon sens du jeu est mis d'avant. Donc ça va être compétitif et amical, on mélange les deux? Oui, effectivement, mais c'est vraiment amical pour le plaisir, mais avec des règles de la balle donnée. Donc. Puis pourquoi, après 20 ans, vous avez décidé de modifier les règlements puis de donner ça à un autre niveau? Depuis quelques années, surtout depuis le COVID, c'est un sport qui a pris de plus en plus de popularité. Donc, on se ramassait des soirs qu'on était beaucoup trop pour jouer, mais comme on gardait ça amical, on s'arrangeait un petit peu pour adapter pour que tout le monde puisse jouer. En bon français, il y avait des necks. C'est ça. Ça fait qu'on a été victime de notre popularité. Puis on se parlait justement de ça en fin de saison, s'il y aurait une possibilité de le faire justement pour que ça soit plus convivial, un peu plus agréable. Je tiens à dire aussi que présentement,
En date du 2, il reste 3 places comme réguliers. Mais si vous voulez toujours être remplaçant, bien, on a une banque de remplaçants aussi qui est possible. Comment ça fonctionne, la banque de remplacement, justement? Chaque équipe a justement accès à toute la banque de remplaçants. Mais une fois qu'on va être rendu dans les séries, comme on appelle, là, il va falloir avoir joué 3 parties pour pouvoir participer aux séries pour les remplacer. Avec la même équipe? Ou Oui, avec la même équipe. Donc, ça prend un petit sentiment d'appartenance. Exact. Pour éviter justement qu'une équipe, mettons, se grossisse un peu trop pour la fin de saison, vu que c'est amical. Si on veut s'inscrire, ça coûte combien? Pour la saison, pour les réguliers, c'est 90 et pour les remplaçants qui viennent faire une partie, c'est 5 En plus, on fournit les uniformes selon quelle équipe que vous allez jouer. Puis sur Facebook, j'ai justement un groupe qui s'appelle Ligue de balle donnée de Baie-Saint-Paul, Charlevoix-Mazda, qui est notre commanditaire majeur pour la Ligue Charlevoix-Mazda. Parlons un peu du niveau de jeu, parce que tu peux avoir des gens, des experts ou des comme moi, des très, très, très amateurs. Donc, quel niveau de jeu qu'on va retrouver là? Il va y avoir tous les niveaux de jeu. Le but, justement, c'est qu'on faisait des capitaines qui pouvaient protéger 4 autres joueurs, donc 5 joueurs en tout. On s'arrangeait justement pour qu'il y ait différents niveaux pour que tout le monde puisse intégrer la Ligue et s'améliorer. Puis comment ça se mélange les deux? Dans le fond, il y a des joueurs, certaines équipes qui vont être très... Est-ce que moi, je peux dire ça, vu qu'il y a des capitaines, est-ce que les capitaines choisissent les joueurs ou c'est pigé au hasard? Effectivement, le 20 avril prochain, on va faire un draft, un repêchage, justement où les capitaines vont avoir protégé 5 joueurs en tout. Par la suite, ils vont, à tour de rôle, ils vont choisir des joueurs pour avoir un sentiment d'appartenance, des joueurs qui ont signifié qu'ils veulent jouer avec telle personne ou tout bonnement, on veut intégrer des nouvelles personnes, on le choisit. En terminant, est-ce qu'il va encore avoir des matchs de fer après les matchs? Ah oui, ça toujours, il faut. Ça, c'est un classique. Écoute, Marc, merci. Je te laisse terminer. En terminant, il y avait des commanditaires, je crois, qui se sont joints à la Ligue. Oui, c'est ça. Je tiens à remercier Charlevoix Mazda, qui est notre commanditaire principal, Garage Charlevoix. Après ça, Déménagement JMB. Et Construction Élite Expert. Merci beaucoup. Et il va y avoir une 5e équipe qui va intégrer prochainement. Le commanditaire sera dévoilé sur la page Facebook. Merci beaucoup, Marc Veillette. Puis bon succès à la Ligue Charlevoix-Mazda. Ça fait plaisir. J'espère te voir. Sport majeur aujourd'hui avec Pascal Harvey, un ancien chroniqueur du vestiaire, un chroniqueur du Passion MLB, mais avant tout mon ami. Bonjour Pascal. Salut Mathieu, comment vas-tu? Ça va très bien toi-même. Ça va super bien. Pour toi, un tripeux littéralement de baseball. La saison commence, c'est ton Super Bowl à l'avance déjà. Vous savez qu'une saison de baseball, c'est très, très long. Donc, on profite de 2 momentum. On profite du début de la saison, un peu le match des étoiles, concours de coups de circuit. Et après ça, ça se passe en octobre. Mais oui, c'est pour un amateur de baseball, là, c'est un peu la consécration de voir. Puis en plus, comme tu le sais, on va en parler. Il y a des changements au niveau réglementaire. Ça fait que c'est intéressant de voir c'est quoi les impacts à court terme après un premier week-end d'activité. Écoute, je profite du momentum. Vas-y, Pascal, parle-nous un peu des changements réglementaires qu'on a vus là, apparaître cette année. Il y a eu des ajouts, il y a eu des soustractions. En fait, je parle déjà de la soustraction, c'est la défensive spéciale, la fameuse défensive spéciale qui empêchait des bons joueurs d'ajouter des points à leur moyenne, d'ajouter des coups sûrs où toute la défensive se déplaçait d'un côté. Donc, le joueur avait très peu de possibilités. Ça, cette défensive spéciale-là, elle n'existe plus au baseball majeur. On l'a vu la dernière fois, c'était à la Classique mondiale où c'était encore permis de le faire. Donc, ça, c'est un avantage pour les frappeurs. À l'image de toutes les ligues professionnelles, on favorise l'attaque encore une fois. Exactement, on favorise le spectacle. Puis l'autre impact aussi pour le baseball majeur, en fait, il y a un cadran maintenant qui chronomètre le temps entre les lancers. Donc, on veut avoir des matchs avec un meilleur rythme. On veut avoir des matchs plus courts. Et déjà, l'impact après le premier week-end, c'est qu'en moyenne, les matchs sont plus courts de 25 minutes. Fait que c'est quand même considérable. C'est énorme au baseball. On veut avoir plus d'attaques. On veut que ce soit plus excitant. On a grossi la grosseur des coussins. Donc, on a de plus gros coussins, de plus gros buts. Ça va favoriser ça, les voleurs de buts. Et là, déjà, dès le premier week-end, les Orioles de Baltimore, je te donne un exemple, on va aller 10 buts en 2 matchs. À ce rythme-là, ça chemine vers une collecte de plus de 300 vols de buts. Et ça fait plusieurs décennies que ça ne s'est pas vu. Fait que, le fait qu'on joue dans la tête des lanceurs actuellement, ça favorise l'attaque, ça favorise les frappeurs, ça favorise les coureurs également.
Puis là, on a vu qu'il y a plus de points qui se sont marqués et les moyennes sont plus élevées. Donc, pour le moment, on voulait atteindre ces cibles-là, puis c'est mission accomplie pour le baseball majeur. Mais les grands perdants, c'est les lanceurs. Effectivement, puis je rajouterais aussi, même les frappeurs ont un petit peu perdu dans la règle du chronométrage. Donc, certains frappeurs avaient essayé de plus patients, d'autres moins. Souvent, le lanceur avait le beau rôle de jouer, d'attendre que le frappeur, en bon français, là, jouait avec son bâton. Manny venait fatigué, donc là, il lançait la balle. Donc, c'est intéressant de suivre ces changements-là. Oui, puis à date, il y a un frappeur, Raphaël Devers, des Red Sox, pour ne pas le nommer, qui a été retiré sur 3 prises parce qu'il a trop pris de temps à se mettre dans la zone des frappeurs. Donc, c'est des modifications. C'est sûr que pour le moment, le chronomètre, là, ça ne fait pas l'unanimité. Puis ce qu'on entend, c'est que plus la saison va progresser, puis plus ça va être, les décisions vont être à la discrétion des officiels. Fait que c'est un peu ambigu, mais j'ai hâte de voir comment ça va progresser. Mais au moins, on ose aller de l'avant du côté du baseball majeur, un sport quand même conservateur, on ne se le cachera pas. Là, C'est des grosses modifications pour un sport autant conservateur, comme tu le dis. On a une équipe canadienne, les Blue Jays de Toronto. Tu t'attends à quoi, dans le fond? Est-ce que c'est vraiment des aspirants à la Série mondiale, les Blue Jays? Ben oui, avec les changements qui ont été faits à la saison morte, on a amélioré de beaucoup la défensive. On a amélioré aussi le côté du monticule avec les lanceurs de partant et les lanceurs de relève. On a sacrifié de l'attaque, évidemment, parce qu'on se dit les matchs serrés, on veut les gagner. Ça n'a pas paru beaucoup au niveau du premier week-end à Saint-Louis parce qu'il s'est marqué beaucoup de points, mais ça a été au désavantage des Blue Jays. Mais écoute, oui, ils sont des aspirants à au moins participer aux séries. Ça, c'est déjà un acquis. Évoluent dans une division qui est très forte, la division Est de la Ligue américaine, où tu as les Yankees qui sont là, tu as les Rays de Tampa Bay qui sont toujours là. Les Blue Jays, évidemment, là, tu as les Orioles de Baltimore qui reprennent du poil de la bête depuis plusieurs années de disette, ont failli participer aux séries l'année passée. Les Red Sox de Boston que tout le monde voit dans le bas du classement, mais pourrait quand même causer des surprises. Fait que le seul désavantage des Blue Jays actuellement, malgré tous les changements, c'est d'évoluer dans une division, l'une des plus fortes là, du baseball majeur actuellement. Mais oui, Mathieu, il y a quand même une base très solide au niveau de cette organisation-là. On n'hésite pas à investir des sous. Maintenant, est-ce que le plan est à court terme? Est-ce qu'il est à moyen terme? Est-ce qu'il est à long terme? Je pense qu'on se situe un peu à travers toutes ces zones-là actuellement à Toronto. Mais on s'entend que si les Blue Jays veulent gagner, ça va passer par l'offensive. Ça va passer par l'offensive, mais aussi, je pense qu'on a réussi à aller trouver des bonnes pièces au niveau de l'enclos des releveurs. Ça pourra faire une différence. Mais il y a des joueurs qui devront produire, évidemment. Puis on pense à Vladimir Guerrero Jr. ou Beau Bichette, 2 joueurs qui ont un peu déçu là, au cours de la dernière saison. Ces joueurs-là devront élever leur jeu d'un cran pour permettre là, à leur équipe d'aspirer aux grands honneurs. Merci Pascal. Puis on passe rapidement aussi, on parle de ton autre passion, le football. Là, on parle de la NFL. Oui. On a vu une valse des carrières, mais il y a eu des changements importants cette année. Premièrement, on a Tom Brady qui est parti à la retraite, une première saison sans Tom Brady. Est-ce que Baker Mayfield, il arrive dans une situation gagnante où il est déjà coupable avec la pression qu'il peut subir? Baker Mayfield, il a toujours vécu avec la pression. Il a vécu avec la pression d'avoir été un choix de première ronde. Il a vécu avec la pression de ne pas avoir livré la marchandise. Maintenant, débarque à Tampa Bay. Le seul inconvénient pour Baker Mayfield, puis il ne faut pas qu'il tombe dans ce piège-là, c'est d'être Tom Brady. C'est de se prendre pour Tom Brady et de penser d'avoir les mêmes résultats que Tom Brady. C'est impossible. Il n'y a qu'un Tom Brady. Donc, Baker Mayfield devra jouer à l'intérieur de son talent et devra être appuyé par le coordonnateur offensif qui devra réécrire le livre de jeu un peu pour Baker Mayfield. Mais il ne faut pas s'attendre à revoir un Tom Brady. Là. Il n'a jamais été aussi bien entouré dans une équipe. Absolument. Surtout quand tu arrives des Browns, là. Oui, si Baker Mayfield a à performer comme Baker Mayfield est capable de le faire, c'est à Tampa Bay que ça va se passer. Ça va être là ou jamais. Exact. Et autre changement majeur, Aaron Rodgers qui ne sera pas à la tête de l'attaque des Packers de Green Bay. C'est les rumeurs qui circulent actuellement. C'est ce qu'on pense, c'est ce que les gens espèrent, mais je ne sais pas si ça serait nécessairement un bon coup de sa part de se tourner vers les Jets de New York. Parce que les Jets, oui, c'est une équipe qui est en reconstruction. C'est une équipe qui aspire aux séries dans 2-3 ans. Vous l'avouez, dans 2-3 ans, pas cette année. Mais dans 2-3 ans, Aaron Rodgers va avoir 2-3 ans de plus aussi. Puis c'est pas un genou.
Donc, est-ce qu'il va être capable de maintenir la cadence d'ici ce temps-là? Mais on le sait que la relation entre Rodgers et les Packers, elle s'est ternie au cours des dernières saisons. Quand il s'était présenté en retard au camp d'entraînement, puis il avait mis de la pression sur cette équipe-là. Puis vous savez que les Packers sont construits dans un style qui leur est particulier, c'est que les actionnaires de l'équipe, c'est les partisans, c'est les détenteurs de billets de saison. C'est eux qui s'attendent à avoir un produit sur le terrain. Donc, il faut être en harmonie avec ce système-là. Puis je pense que Rodgers, ça s'est brisé là, au niveau de la relation. Moi, je pense que la relation Rodgers et Packers s'est brisée lorsqu'ils ont sélectionné Justin Love quand Rodgers avait besoin d'aide à l'offensive. Ben, absolument. Tout à fait. Puis là, je pense qu'on va devoir donner le ballon à Love. Puis moi, un signal très clair aussi, c'est le fait que son meilleur receveur de passe décide de lui changer d'équipe l'année passée pour aller retrouver Derek Carr avec les Raiders. Carr qui est rendu ailleurs. Avec les Saints. Donc, c'est le jeu de la chaise musicale actuellement. On parle de Devante Adams, évidemment. C'est le jeu de la chaise musicale, puis c'est pas... les partisans devront y trouver leur compte en bout de ligne. Là. Merci Pascal. Puis on va suivre aussi le nouveau coach de Russell Wilson. Peut-être sa dernière chance à Wilson avec les Broncos. Là. Si ça ne marche pas, Sean Payton, je pense que ça ne fonctionnera pas jamais. Ça va être un constat d'échec sur toute la ligne pour les Broncos qui ont donné beaucoup pour obtenir Russell Wilson. Vraiment. On est allé chercher un mentor. On souhaite juste que ça fonctionne. C'est ce qui complète notre segment sport majeur. Merci beaucoup Pascal. Ça fait plaisir, Mathieu. Et nous, on se revoit dans 2 semaines alors que Philippe Lavoie, qui n'a jamais été aussi bon que ce soir, sera avec nous.